Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Ce week-end, Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting. Aux États-Unis, de nombreuses voix dénoncent la violence dans cette campagne américaine. Craignez-vous que cette violence puisse s'installer chez nous, en France ? Oui, c'est possible. C'est possible parce que la violence politique, malheureusement, elle va de pair avec le bruit, la fureur, les appels à la sédition, parfois les appels à la violence. Alors c'est vrai que les États-Unis ont malheureusement une tradition de s'en prendre aux personnages les plus importants de leur pays, et notamment les candidats ou les présidents des États-Unis. Donc je voudrais avoir une pensée pour M. Trump, bien sûr, et puis pour l'Amérique, qui doit être très choquée aujourd'hui. Mais c'est tout à fait possible que cela puisse nous concerner dans les prochains temps. Est-ce que l'atmosphère que nous vivons depuis quelques mois, même à l'Assemblée, avec des invectives qu'on a souvent vues, des violences envers certains élus, est-ce que ça vous inquiète particulièrement dans le temps présent ? C'est très inquiétant depuis de nombreuses années. Alors évidemment, il y a chez nous l'islamisme radical qui peut commettre ce genre d'attentats, d'actions extrêmement violentes, y compris contre des personnages politiques. Ils sont beaucoup protégés, les femmes et les hommes politiques. On reçoit beaucoup de menaces de mort. Le président de la République est particulièrement menacé par l'islamisme radical, mais aussi il y a des gens d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui peuvent être chauffés à blanc pour des raisons politiques et qui effectivement pourraient interpréter des messages extrêmement violents sur les réseaux sociaux, dans la vie politique, à l'Assemblée nationale, vous avez raison de le dire, pour passer à l'acte. On verra bien quel sera le profil de ce tueur hier, mais on voit bien que ça peut être aussi un côté monsieur et madame tout le monde, ce qui est très inquiétant pour les services de sécurité. C'est sûr que quand on appelle à marcher sur Matignon, quand on appelle à la violence politique, c'est jamais quelque chose qui contribue à refroidir la violence tout court. Donc voilà, je pense que chacun devrait mesurer ce qui se passe aux États-Unis, en tirer des conséquences pour la France et se dire que les difficultés politiques, on les règle politiquement, on les règle électoralement, on les règle pas par la violence. Et le fait qu'il y ait les JO en ce moment, vous pensez que ça peut favoriser justement, augmenter cette menace ? Non, je ne le crois pas. La menace, elle est endogène dans nos sociétés. Il y a une polarisation de la société, c'est incontestable, notamment dans les démocraties. D'abord, il y a de moins en moins de démocraties dans le monde. Et dans les démocraties, on voit la polarisation. Vous êtes forcés, obligés, on l'a vu pendant cette campagne électorale, de choisir. Est-ce que vous êtes pour Israël ou pour la Palestine ? Est-ce que vous êtes pour les migrants ou anti-migrants ? Est-ce que vous êtes pour les flics ou contre les flics ? Bon, la société, c'est pas ça. Vous avez le droit d'avoir un peu de nuance, vous avez le droit de considérer qu'on peut discuter de plus de 3 secondes d'un sujet sans pour autant choisir son camp. Et les réseaux sociaux, me semble-t-il, encouragent malheureusement cette polarisation en vous enfermant par algorithme dans ce que vous pensez être important. Et des images multipliées avec, encore une fois, des paroles de responsables politiques extrêmement violentes ou appelant à la violence, peut faire basculer des personnes dans cette violence. Je pense que les Jeux Olympiques n'ont pas grand-chose à voir avec cette situation. Notre société, elle est violente. Et en général, il faut pouvoir se poser pour éviter que ce qui vient des États-Unis ne s'applique à nous. Mais je constate malheureusement que nous inspirons beaucoup les États-Unis d'Amérique. Et sur les JO, justement, on apprenait la semaine dernière qu'il manquait encore du personnel de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts ? Est-ce que tout est sous contrôle ? Non, il ne manque pas de personnel de sécurité. Ces Jeux Olympiques ont été extrêmement bien préparés par tous les services de l'État, en lien avec la mairie de Paris et le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il y avait encore quelques centaines d'agents de sécurité privés sur les dizaines de milliers. C'était 2000 le chiffre qui circulait la semaine dernière. Nous avions quelques dizaines de milliers d'agents de sécurité privés à recruter. Nous en sommes arrivés. Effectivement, on en a moins de 2000. Et là, nous sommes arrivés autour de 1000 à recruter, ce qui est bien normal. Les Jeux Olympiques, c'est dans une quinzaine de jours. Nous avons encore un tout petit... C'est demain. Oui, c'est demain. Vous savez, c'est 4 ans que je les prépare. Donc Justement, pour vous, c'est demain, une quinzaine de jours. Chaque jour suffit sa peine. Mais vous savez, les Jeux Olympiques, c'est déjà aujourd'hui. Regardez la flamme. Elle a parcouru la France dans plus de 50 étapes, dans toute cette diversité, en Outre-mer comme en Hexagone, jusqu'à hier à Paris, sans aucun incident. On a eu des millions de Français qui se sont rendus dans cet événement festif et populaire. Aucun incident. Nous avons su déjouer des attaques terroristes par au moins 2 fois. Et nous avons donné aux Français le spectacle d'un pays sécurisé, bon enfant, joyeux. Ça n'a pas fait la une des journaux, parce que les journaux font la une souvent quand ça va mal. Mais les Français de province ont pu voir que tout allait bien. Et encore hier, on a passé un excellent 14 juillet. Et pour sécuriser ces Jeux, on a vu que la France faisait appel à des troupes extérieures, étrangères, notamment des troupes du Qatar avec des véhicules blindés. C'est parce qu'on n'a pas assez, c'est pas suffisant, les forces nationales. Vous comprenez que ça puisse interpeller les Français ? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'explique pas que tous les grands événements internationaux dans tous les pays du monde font ça. Les Français ont été sécurisés la Coupe du Monde de football au Qatar, voilà quelques mois.
Pendant la Coupe du Monde de rugby, nous avions des policiers, des gendarmes étrangers qui sont venus nous aider. Mais si vous aviez été aux Jeux de Londres ou si vous avez participé à l'Euro de football en ce moment en Allemagne, il vient de se terminer hier, il y avait des Français qui étaient présents. Donc c'est normal d'avoir des policiers, des gendarmes, des agents de sécurité civile, des démineurs de pays étrangers pour aider au plus grand événement du monde. Les Jeux Olympiques d'été, c'est le plus grand événement du monde et qui aide aussi les équipes nationales à bien évoluer, à avoir des contacts avec les policiers et gendarmes de leur pays, mais aussi d'avoir des spectateurs qui peuvent rencontrer des personnes qui parlent leur langue. Et donc, il n'y a pas que le Qatar, nous avons plus de 80 pays qui nous aident, qui ont envoyé des policiers, des gendarmes, des démineurs, pour pouvoir faire que ces Jeux Olympiques soient les plus beaux, je l'espère, que les Jeux Olympiques aient pu organiser. Gérald Darmanin, des rassemblements anti-bassines sont prévus cette semaine, notamment à Melle, dans les Deux-Sèvres. Est-ce que vous craignez des violences, comme on a pu les voir ces derniers mois, ces dernières années ? Oui, je crains qu'à Sainte-Soline, puisque c'est la nouvelle saison, comme malheureusement les soulèvements de la terre l'appellent également, puissent faire comme l'année dernière, des actes d'une très grande violence. Donc nous attendons entre 6 000 et 8 000 manifestants, dont 1 millier de personnes extrêmement violentes, qu'on pourrait qualifier de radicalisées, notamment des personnes qui viennent de l'étranger. Donc nous avons mis des interdictions d'entrée sur notre territoire à plus d'une centaine de militants d'ultra-gauche qui viennent des pays d'Europe autour de nous. Pendant ces 3-4 jours là, de ce week-end prochain, à Sainte-Soline, mais aussi à La Rochelle, dans cette partie-là du territoire, il y aura malheureusement, indépendamment de ceux qui veulent manifester pacifiquement, il y aura malheureusement sans doute des violences. Je rappelle que l'année dernière, c'est plus d'une 50aine de gendarmes qui ont été blessés, dont certains extrêmement gravement, et des violences avec des envois de haches, de cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, pour une manifestation dont je voudrais rappeler ici que non seulement elles sont interdites, mais par ailleurs, elles viennent contester des décisions de droit de tous les tribunaux. La police et la gendarmerie, elle n'est pas là pour protéger, d'être pour ou contre des bassines. C'est pas le rôle des policiers. Parce que vous parliez de la polarisation tout à l'heure, le côté pour ou contre les bassines. Quand vous parlez, par exemple, quand vous parlez des écologistes comme ceux qui encouragent l'écoterrorisme, est-ce que vous ne participez pas aussi à finalement cette atmosphère où les uns sont contre les autres et on a du mal à se parler ? Non, moi je suis pour le droit, comme les policiers et les gendarmes. Nous, on n'est pas pour ou contre les bassines, pour ou contre les agriculteurs, pour ou contre les écologistes. Les policiers et les gendarmes, dans un pays démocratique comme le nôtre, ils appliquent le droit. Le droit, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu de nombreuses contestations contre ces bassines. Chacun peut avoir une opinion pour les bassines. Et le droit a toujours donné raison aux agriculteurs. Donc le rôle du policier et du gendarme, c'est de faire respecter ces décisions de justice. Il n'y a pas de raison que les agriculteurs qui ont la justice et le droit avec eux voient leurs biens détruits par ceux qui ne respectent pas le droit. Et en même temps, sur le terrain juridique, on voit que le tribunal administratif de Poitiers, par exemple, a jugé excessif ces bassines. Donc il y a quand même aussi sur le terrain juridique des oppositions qui aboutissent. Non, madame, l'intégralité des décisions de justice ont été favorables aux agriculteurs. Moi, je voudrais dire ici que s'en prendre au bien, c'est extrêmement négatif. On a une société, et on l'a vu l'année dernière, où on disait s'en prendre au bien, bon, c'est pas très grave, c'est pas tout à fait les personnes. Pourquoi vous mettez des gendarmes face à ces manifestants, puisque vous créez vous-même de la violence, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, puisqu'on veut juste s'en prendre au bien. Ben non, les agriculteurs, ils ont le droit de vivre du fruit de leur travail, de leur production, et les décisions de justice sont pour eux. Et là, nous avons des désaccords profonds avec un certain nombre de responsables politiques. Quand Madame Tondelier va l'année dernière sur le site en disant c'est ma responsabilité d'y être, je ne pense pas que ce soit de la responsabilité des femmes et des hommes politiques de manifester avec des gens qui, par ailleurs, s'en prennent aux gendarmes. On devrait être du côté de l'ordre, du côté des gendarmes. En l'occurrence, du côté des agriculteurs. Quelque chose de très important nous sépare de ces dirigeants politiques. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On se retrouve dans un instant, juste après le Fil Info. Il est 8h42. Le Fil Info, c'est Claire Checaglini. 50 000 partisans des Républicains autour de leur héros. Ouverture aujourd'hui de la convention qui doit introniser Donald Trump comme candidat à la présidentielle américaine. L'ex-locataire de la Maison-Blanche qui a appelé hier Ferrarissime à l'unité de la nation. Message comparable de Joe Biden. Depuis le bureau ovale cette nuit, le démocrate qui a rappelé que la politique ne devait jamais être un champ de bataille. Il faut baisser la température, a encore indiqué le président américain. Le risque d'un pays paralysé pointé par le président de
de la Cour des comptes. Si le remboursement de la dette absorbe toute marge de manœuvre, il sera impossible d'investir dans l'avenir, prévient Pierre Moscovici. Selon les sages de la rue Cambon, les objectifs de redressement des comptes publics ne sont pas tenables. Un rapport publié aujourd'hui. Après 64, 2008, 2012, 2024, année du 4e sacre européen pour les footballeurs de l'Aurora. Les victoires hier de l'Espagne en finale de l'Euro face à l'Angleterre, 2-1. Les coéquipiers d'Harry Kane, déjà défaits lors de l'ultime match de la précédente compétition. France Info. Le 8-30 France Info, Fanny Guinochet, Jean-Rémy Baudot. Sur la question justement de ces violences, hier c'était le 14 juillet, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé, les 13 et 14 juillet, les 2 nuits que nous avons connues, indépendamment des balles populaires et des défilés, dont celui bien sûr à Paris. Il y a eu beaucoup moins de violences, beaucoup moins de voitures brûlées, plus d'interpellations en amont, ce qui ont évité les tirs de mortier que nous connaissions les années précédentes. Ce sont donc des baisses importantes de faits d'insécurité. Parce que vous aviez mieux préparé le terrain cette année ? Parce que je pense que le travail que nous menons au ministère de l'Intérieur depuis quelques années est efficace. Ça fait 2 ans que les choses se passent mieux, que ce soit le Nouvel An ou la nuit du 14 juillet, et qu'il n'y a pas de concours de voitures brûlées. C'est une très bonne chose pour les Français. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, encore pour combien de temps ? Il se dit que demain, la démission du gouvernement Attal sera acceptée. Écoutez, vous êtes bien renseigné, je ne le sais pas. Vous n'avez pas d'infos ? J'ai cru comprendre, en effet, qu'il fallait que les parlementaires qui avaient été élus et qui étaient ministres puissent voter jeudi pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ce sera mon cas, puisqu'à Tourcoing, ils ont bien voulu me réélire député. Donc j'ai cru comprendre que mardi ou mercredi, ce gouvernement serait démissionnaire, mais je n'en ai pas la certitude. Alors comment ça va se passer ? Démissionnaire, voilà, très concrètement, comment ça va se passer ? Ça veut dire, est-ce que vous allez rester ministre de l'Intérieur démissionnaire le temps des Jeux Olympiques, par exemple ? Parce que c'est une séquence qui est importante, tout en étant député ? Alors, le président de la République choisira. S'il souhaite que je reste à mon poste pendant les Jeux Olympiques que nous avons préparés, je le serai évidemment, c'est un grand honneur. Et bien sûr, pendant cette période-là, je ne serai pas député. J'irai voter à l'Assemblée nationale, point. Et je ferai mon travail de ministre de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur à mi-temps ou à quart-temps. Et affaire courante ou pas affaire courante, il se trouve qu'il se passe tous les jours quelque chose dans notre pays. Et tous les jours, le ministre de l'Intérieur, il est prêt auprès des pompiers, des policiers, des gendarmes. Donc je ferai mon travail jusqu'au bout. Bon, ce week-end, Gabriel Attal a été élu président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Est-ce que vous lui reconnaissez ce statut de chef de ce qu'on appelait avant la majorité présidentielle ? Ah non, mais d'abord, je félicite Gabriel Attal. J'ai moi-même voté pour lui. Il était le seul candidat. Et il est désormais le président du groupe Renaissance. Voilà, et c'est à lui de montrer désormais quelle est la ligne politique que nous voulons mener. Moi, je pense que le débat que nous devons avoir, avant de savoir qui dirige quoi, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire pour les Français ? Il serait bon désormais que nous parlions un peu des Français. Et pas de nous, un peu de l'intérêt général et pas des combinaisons. On ne sait pas très bien, manifestement, ce que les coalitions, parce que moi je lis le journal comme tout le monde, veulent dire. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne politique. Est-ce qu'on est pour ou contre continuer l'énergie nucléaire ? Si on est pour, on ne peut pas faire de deal avec les Verts. C'est comme ça. Est-ce qu'on est pour ou contre protéger les policiers et les gendarmes ? Si c'est le cas, on ne peut pas faire de deal avec le NFP, puisque je constate que c'est le désarmement de la BAC. Et c'est 20% de détenus libérés immédiatement, le programme du NFP. Est-ce qu'on est pour ou contre la sortie de l'OTAN ou non, l'arme nucléaire pour nos forces armées ? Donc je pense qu'on a un vrai débat de fond, et c'est ça la politique, c'est des idées. Et moi, j'invite désormais mon groupe politique, auquel j'appartiens depuis plusieurs années désormais, à trancher cette ligne de fond. Voilà, donc j'invite Gabriel Attal. Mais ça se tranche au niveau du groupe politique ? C'est bien qu'un groupe politique pense de la politique. Je pense que c'est positif. Que dans un groupe politique, on parle de politique, ça me paraît important. Et à être trop restrictif, est-ce que vous ne craignez pas, du coup, de vous priver de certaines alliances ? Mais moi, les alliances, je m'en fiche. Je n'ai pas peur d'être dans l'opposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être cohérent avec mes idées. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille gouverner avec le NFP ou une partie du NFP aujourd'hui. On a peut-être des différences entre nous, il faut qu'on en discute. Il y a des gens avec lesquels on peut tout à fait discuter. Si les socialistes quittaient le NFP, quittaient la France Insoumise et les Verts et mettaient désormais un cordon sanitaire entre eux et nous pourrions travailler bien sûr avec des socialistes raisonnables, républicains, laïcs, et on pourrait chacun faire un effort pour un compromis pour notre pays. Mais le compromis n'est pas la compromission. Je revois la question des Verts, puisqu'on en parle. Tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas travailler avec LFI, ça c'est entendu. Mais nous n'avons pas la même conception de la laïcité que les Verts. Est-ce qu'on peut désormais se dire, finalement, la laïcité, on peut en discuter, on peut continuer à inviter Médine à l'université d'été des Verts, Madame Tondelier, Madame Rousseau, ils étaient très critiques envers Monsieur Attal sur l'abaya. Non, sur la laïcité, on ne peut pas en discuter selon les coalitions. Donc, c'est pas une question d'être
sourcilleux dans le détail. C'est très important de savoir ce qu'on pense sur le nucléaire, sur les policiers, sur la laïcité. Ça veut dire qu'une éventuelle coalition qui aurait Renaissance, ou en tout cas ensemble, irait finalement plutôt vers la droite, mais est-ce que ça pèse suffisamment pour tenir un gouvernement ? Non, je ne vous dis pas ça. Je dis que personnellement, je ne participerai pas ni au gouvernement, ni au Parlement, avec une coalition qui travaillerait avec le NFP. Voilà, je pense que c'est votre ligne rouge. Mais c'est le contraire de ce que je pense. Donc, je préfère. Y compris les socialistes, pour qu'on soit très précis ? Non, sauf si les socialistes, je vous l'ai dit un instant, se désolidarisent. Bien sûr. En fait, le nœud gordien de notre histoire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les socialistes se séparent de la soumission qu'ils ont avec les insoumis, qu'ils puissent mettre enfin une démarcation entre eux, qui sont des hommes certes ou des femmes de gauche, qui respectent la laïcité, qui ont une grande histoire politique dans notre pays, qui sont des démocrates et des républicains que je respecte, et les gauchistes. Voilà, il y a une différence assez forte entre les socialistes et les autres membres de cette coalition électorale, un peu du déshonneur, il faut bien l'avouer, qu'est celle du LFP, sur tout un tas de sujets qui sont très importants pour nous. L'antisémitisme, la laïcité, encore une fois, la question nucléaire, la question du soutien de forces de l'ordre, voilà. Et donc, quand les socialistes se sépareront de la France Insoumise, se sépareront du programme délirant de la France Insoumise, je crois que nous pourrons travailler avec eux. Et tant qu'ils ne l'ont pas fait, il faut le demander aux socialistes. Parce que par exemple, Gérard Larcher dit, en gros, il y aura un nouveau gouvernement après les Jeux Olympiques, en gros après l'été. Est-ce qu'on peut réellement décemment avoir un mois sans un gouvernement qui est de plein exercice ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est le président de la République et lui seul qui nomme le Premier ministre qui forme le gouvernement. C'est souhaitable pour mon pays que nous ayons un gouvernement de plein exercice le plus rapidement possible, bien sûr. Après une élection législative, c'est tout à fait normal et souhaitable. Mais pas au prix de faire n'importe quoi. Et encore, ceux qui ont une responsabilité de fin de crise institutionnelle et politique, ce sont les socialistes. Et moi, je les appelle une nouvelle fois à se séparer de la France Insoumise et à se séparer du programme délirant que les Français voient bien comme étant l'alliance de la carpe et du lapin. Voilà, donc cette alliance électorale étant finie, puisque les élections étant finies, il faut que les socialistes deviennent raisonnables. Vous appelez à clarifier la ligne politique de Renaissance. Est-ce qu'il y a une clarification qui doit se faire au sein du groupe parlementaire, on l'a bien compris, et au sein du parti? Est-ce que, par exemple, vous seriez intéressé pour prendre la direction du parti? Non, moi, je ne suis pas intéressé à prendre des postes à responsabilité. Mon travail, c'est d'être ministre de l'Intérieur, et quand je ne serai plus ministre de l'Intérieur, si je ne le suis plus, après 4 ans d'exercice du pouvoir au ministère de l'Intérieur, c'est de réfléchir à ce qui n'a pas bien marché dans notre bilan. Il faut aussi qu'on fasse notre autocritique. Nous avons perdu les élections. J'ai parfois l'impression dans la majorité que certains pensent qu'on les a gagnées. Nous avons perdu les élections. Et quand on a perdu, il doit y avoir une phase assez normale de silence, de réflexion, de voir ce qui n'a pas été, pour pouvoir construire un projet pour la prochaine élection présidentielle, parce que cette élection présidentielle va venir très vite. Et si on ne veut pas que Mme Le Pen l'emporte, si on n'a pas compris que les électeurs nous ont dit dernier inventaire avant liquidation, voilà, il faut peut-être arrêter la course effrénée au pouvoir et pouvoir se poser et proposer quelque chose aux Français, quelque chose de sincère et quelque chose de réfléchi. Justement, pour vous, rassembler à droite, ça serait une manière d'entendre ces 10 millions d'électeurs du Rassemblement national ? Alors, il y a une partie des électeurs du Rassemblement national qui viennent de la droite, incontestablement, mais il y a aussi une grande partie des électeurs du Rassemblement national qui viennent de la gauche. Moi, je vois les bureaux de vote chez moi à Tourcoing ou à Halluin, le bureau de vote de la Rouge-Porte à Halluin, un quartier d'une ancienne ville de gauche très, très importante, Halluin-la-Rouge, disaient les sociologues politiques. Bon, elle a voté au Rassemblement national. Donc, je pense qu'il faut pas... Il faut s'adresser à tous les électeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent les électeurs du Rassemblement national ? D'abord, de la considération. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Et peut-être nous, dans la majorité, nous avons donné l'impression de donner des leçons de morale. Il n'y a pas de leçons de morale à donner aux électeurs. Il y a à comprendre ce qui ne va pas chez eux. Deuxièmement, ils veulent de la fermeté sur le plan de la justice, de l'immigration, de la sécurité. Peut-être que nous n'avons pas été assez loin. Et troisièmement, ils veulent de la justice sociale. Ils veulent pouvoir vivre du fruit de leur travail et considérer qu'il y a tout aujourd'hui un tas de populations qui ne vit pas bien. Les femmes seules qui élèvent leurs gamins, qui bossent à l'hôpital de Tourcoing, elles n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ça fait partie du mea culpa bien sûr, bien sûr, nous avons à travailler pour comprendre pourquoi les travailleurs... Pourquoi nous n'avons plus que les CSP+, qui votent pour nous. C'est quand même une inquiétude, vous voyez ce que je veux dire. Il faut comprendre que toute une partie de la population, alors soit des gens qui viennent de la droite, artisans, commerçants, policiers, gendarmes, soit des gens qui viennent de la gauche, des ouvriers, des employés, n'ont pas voté pour nous. Voilà, il faut s'en rendre compte. Et ils votent massivement pour le Rassemblement national. Et je pense qu'un homme ou une femme politique doit entendre pourquoi les Français ne votent plus pour lui et réfléchir à ça et faire son mea culpa. Merci beaucoup Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, peut-être encore donc pour quelques jours si le gouvernement est démissionnaire d'ici quelques jours. Merci d'avoir été là. Merci à vous. 8h30 France Info.